Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf est arrivé hier soir à Luanda, en République d'Angola, pour une visite officielle. Et à Genève, en Suisse, les discussions se poursuivent autour des derniers développements de la cause sahraoui. Diplomates et experts s'expriment pour rappeler la responsabilité permanente de l'ONU dans la décolonisation des territoires, notamment sahraouis, pour un peuple qui a choisi de vivre librement conformément aux principes de justice internationale. Au Maroc, les manifestations organisées par le peuple pour dénoncer les crises sociales sont de plus en plus fréquentes en raison de ce malaise social qui frappe de plein fouet le pays, soutenu par les associations des droits de l'homme qui poursuivent leur combat malgré la politique de la sourde oreille du Merzel. Et puis plongeons dans l'histoire lointaine de la ville d'Oran dans ce midi où nous vous emmenons en visite guidée souterraine à la découverte d'un nouveau monument historique ouvert au grand public dernièrement. Et du côté de Annaba, une grande opération de restauration des façades du vieux bâti est en cours depuis le mois de mai dernier où une opération financière conséquente a été allouée. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Luanda, en République d'Angola, pour une visite officielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales et du renforcement de la coordination sur les questions et dossiers à l'ordre du jour au niveau continental, au moment où la République d'Angola s'apprête à assumer en février prochain la présidence tournante de l'Union africaine. Et le ministre d'État devrait être reçu lors de cette visite par le président de la République d'Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, à qui il remettra une lettre de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Attaf tiendra également une séance de travail avec son homologue angolais, Tété Antonio. Et dans l'actualité internationale, à Genève en Suisse, les discussions se poursuivent autour des derniers développements de la cause sahraoui. Diplomates et experts s'expriment pour rappeler la responsabilité permanente de l'ONU dans la décolonisation des territoires, notamment territoires sahraouis, pour un peuple qui a choisi de vivre librement conformément aux principes de justice internationale. Khalida Hadjilani dans cette correspondance, récit Majda Jahmoul. Au Sahara occidental, les droits humains continuent d'être piétinés. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains, le CODESA, dénonce des crimes de guerre, des actes de génocide et un pillage systématique des ressources naturelles, orchestré par l'occupation marocaine depuis près d'une cinquantaine d'années. Selon le CODESA, les civils sahraouis subissent des bombardements, souvent menés par des drones, des disparitions forcées et une répression systématique contre les défenseurs des droits humains. Ces actes, qualifiés de crimes de guerre et de génocide, nécessitent une enquête internationale urgente. Le collectif réclame également l'application du droit humanitaire international dans les territoires occupés, avec l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge pour protéger les civils sahraouis. Nous dénonçons la campagne systématique et punitive menée par les forces d'occupation marocaines contre les défenseurs sahraouis des droits de l'homme. Nous exhortons à intensifier les efforts pour libérer tous les défenseurs sahraouis des droits de l'homme, les blogueurs, les journalistes et les prisonniers politiques sahraouis. Nous demandons également la révélation du sort des disparus sahraouis. Nous demandons à ce que le peuple sahraoui puisse exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à choisir librement son statut politique. Selon le CODESA, les ressources naturelles du Sahara occidental sont pillées par l'occupant marocain,
qu'il les transfère illégalement à des institutions et pays étrangers sous prétexte d'investissement. En parallèle, le collectif dénonce l'interdiction faite aux organisations internationales, aux médias et aux observateurs indépendants d'accéder à la région. Une stratégie qui vise à dissimuler les violations continues des droits humains. Le collectif exhorte la communauté internationale à mettre fin à cette situation en achevant le processus de décolonisation du Sahara occidental. Il demande la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis et marocains et la révélation du sort des disparus. Le CODESA insiste, seule la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination pourra garantir justice et dignité à cette population privée de ses droits fondamentaux. Et vous l'aurez compris, c'était là un sujet signé Yasmine Messoudi autour de l'appel lancé par les défenseurs sahraouis qui lancent un appel à la communauté internationale pour mettre fin à toutes ces injustices. Et je le disais, en Suisse, à Genève très exactement, les discussions se poursuivent autour des derniers développements de la cause sahraoui. Diplomates et experts s'expriment pour rappeler la responsabilité permanente de l'ONU dans la décolonisation des dernières terres occupées, notamment sahraouis, pour un peuple qui a choisi de vivre librement, conformément aux principes de justice internationale. Correspondance depuis Genève, Khalida Hadjilani, récit Majda Jahmoun. Longtemps complice par son soutien financier et politique à l'occupation marocaine et au pillage des richesses sahraouies, le Parlement européen semble aujourd'hui se rétracter et changer son fusil d'épaule, mettant enfin en lumière le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le droit du peuple sahraoui a été réaffirmé, tout comme le rejet de toute tentative, notamment de la France et de l'Espagne, de poursuivre les violations marquées par le pillage des ressources sahraouies. La déclaration finale souligne la poursuite d'une approche dynamique visant à mettre en œuvre directement les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, reconnaissant la souveraineté permanente du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles. Au siège des Nations Unies à Genève, les discussions sont axées sur les derniers développements de la cause sahraoui. Diplomates et experts s'expriment pour rappeler la responsabilité permanente de l'ONU dans la décolonisation de 17 territoires encore inscrits comme non autonomes, notamment les territoires sahraouis. Ce regroupement a pour but de soutenir la cause sahraoui et de l'aider à décider de son sort. Le retard dans l'application des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies s'explique par l'agenda de l'occupant marocain et la complicité de certains pays, comme la France et l'Espagne, qui privilégient leurs intérêts dans la région. Le droit international, pour nous, est une ligne de défense pour rappeler à cette autorité exécutive que ce n'est ni de son droit ni dans son intérêt. Il y a une communauté internationale qui a établi le droit international et les accords qu'ils ont tous signés. Le respect de la légitimité internationale est obligatoire. Lors de la conférence des Nations Unies à Genève, des intervenants ont rappelé la responsabilité de l'ONU dans l'application des résolutions sur l'autodétermination, dénonçant les dérives de certaines puissances qui menacent l'avenir des territoires colonisés et la stabilité en Afrique du Nord. Et puis cette information, un rassemblement visant à soutenir le respect du droit international au Sahara occidental sera organisé cet après-midi à partir de 14 h à la place de la République à Paris en France. Et ce, à l'appel de plusieurs associations de défense des droits de l'homme et de solidarité avec le peuple sahraoui. Selon les signataires de cet appel, ce rassemblement sera l'occasion de réaffirmer leur soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, d'exiger le respect du droit international et la mise en œuvre des décisions des Nations Unies concernant le Sahara occidental. Et puis au Maroc, de plus en plus de manifestations sont organisées par le peuple marocain pour dénoncer les crises sociales qui frappent le pays, notamment la corruption et la cherté de la vie. Les associations des droits de l'homme poursuivent de leur côté leur combat, malgré la politique de la sourde oreille du Merzen face à ces protestations. Nous dit Walid Yousfi. La rue s'embrase une fois de plus sous la pression croissante des revendications sociales et politiques du peuple marocain.
Les manifestations qui s'intensifient de plus en plus s'inscrivent dans une lutte élargie contre les restrictions, la répression et les violations des droits de l'homme. À cela viennent s'ajouter la corruption et la cherté de la vie qui ont amplifié la crise sociale. Cette manifestation s'est transformée en sit-in à cause de la cherté des prix, les pressions et l'absence de la liberté d'expression. Le Marzen a eu recours à la violence pour nous disperser. Le Marzen adopte une posture de surdité, ignorant les appels des réformes profondes et s'accrochant à une politique d'indifférence totale face aux souffrances des citoyens. Les organisations de défense des droits de l'homme maintiennent leurs efforts et continuent de jouer un rôle actif malgré les défis. Ces événements interviennent dans un contexte où des défis structurels tels que le chômage et la pauvreté continuent d'affecter de larges pans de la société marocaine. Et toujours dans ce royaume, la répression systématique du régime continue de museler les voix dissidentes, laissant plus de 1600 détenus politiques et d'opinion dans l'oubli. Malgré cette brutalité, des militants courageux, tant au Maroc qu'en exil, poursuivent leur lutte pour dénoncer les pratiques du Marzen. Ils appellent au respect des droits fondamentaux afin d'assurer un avenir digne pour le peuple marocain. Yamina Saïdji. Au Maroc, la gestion des affaires sociales et économiques se fait selon les intérêts personnels du roi et de son fidèle acolyte Aziz Akhnouch. Tandis que ce dernier, chef du gouvernement, accumule des profits colossaux, le peuple marocain sombre dans une précarité alarmante. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Le régime du Marzen réprime violemment toute voix dissidente, laissant plus de 1600 prisonniers politiques et détenus d'opinion croupir dans des prisons de la honte. Ces hommes et ces femmes emprisonnés pour avoir osé réclamer des droits fondamentaux témoignent de la gravité d'une situation où les revendications populaires sont non seulement ignorées, mais réprimées avec une brutalité implacable. Cela n'a pas pour autant dissuadé d'autres militants à dénoncer les pratiques du Marzen. حنا بغينا نوصلوا واحد الميساج وانا كنوصل هذا الميساج هذا باش يفهموه بزاف ديال الناس اما انا معارضتي للحكومه. Je souhaite adresser un message clair à l'ensemble de la population marocaine pour exprimer mon opposition au régime dirigé par Mohamed VI, qui détient toutes les prérogatives. Je me sens impuissant face à un système où le gouvernement, représenté comme un choix démocratique du peuple, n'est en réalité qu'une façade destinée à servir et protéger les intérêts du monarque. Ce simulacre de démocratie cherche à le faire passer pour le héros aux yeux de l'opinion publique, alors qu'il est directement responsable de la situation difficile dans laquelle le peuple marocain se trouve aujourd'hui. Les dirigeants au pouvoir semblent vouloir se venger du peuple et le faire payer. Je suis malade, atteint de problèmes cardiaques et mon frère sous dialyse est également victime des conséquences d'un régime qui tente de nous réduire au silence et de nous priver de nos droits les plus fondamentaux. Ce gouvernement persiste dans ses pratiques répressives, déterminé à étouffer toute contestation et à prolonger une stratégie de domination injuste et oppressive. Mounir Abdellaoui fait partie des militants des droits humains au Maroc qui dénoncent la répression systématique du régime, soulignant la nécessité de mettre fin aux injustices subies par les détenus politiques et d'opinion et d'agir pour garantir le respect des droits fondamentaux, des droits qu'il réclame haut et fort au Maroc et de l'exil, à l'image de Mohamed Kandil, un avocat qui a été forcé à l'exil par peur pour sa vie et celle de sa famille. Son seul tort est d'avoir appelé à respecter les droits humains au Maroc et assurer un avenir meilleur au peuple. La lutte du peuple marocain se poursuit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, notamment à travers les réseaux sociaux et d'autres moyens de mobilisation. Nous continuerons à élever nos voix pour atteindre notre objectif, l'abolition de la monarchie. Depuis des générations, aucun monarque, qu'il s'agisse de l'actuel ou de ses prédécesseurs, n'a rien fait pour le Maroc, ni pour son peuple. Il est temps de mettre fin à ce système qui ne sert pas les intérêts des citoyens. Les militants, activistes et défenseurs des droits de l'homme doivent s'unir pour parvenir à cet objectif ultime. Instaurer un avenir où chaque Marocain pourra vivre une vie décente et digne, loin de la répression et des inégalités. Cette répression s'accompagne d'une pression sociale croissante alimentée par la corruption et les intérêts personnels du roi et de son entourage. La situation est exacerbée par la trahison de la cause palestinienne qui alimente une colère populaire, menaçant de se transformer en une révolte qui pourrait ébranler les fondations mêmes du Marzen.
Et toujours dans l'actualité, en Palestine occupée, des avions de l'occupation sioniste ont bombardé hier soir une maison de la famille Abu Erda à Jabalia, à Al-Baladi, faisant plusieurs martyrs et des blessés. Les forces d'occupation sionistes ont émis de nouveaux ordres d'évacuation aux citoyens au sud-est de la ville de Jabalia, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. L'aviation de l'anti-sioniste a également lancé une série de raids sur les quartiers de la ville de Gaza et les forces d'occupation sionistes ont fait exploser un certain nombre de maisons dans la zone du nord-point d'Abu El-Jidian à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ciblant simultanément la zone avec des bombardements d'artillerie. Et puis l'information, plutôt l'actualité marquée par cette information. Les députés sud-coréens ont destitué aujourd'hui le président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée le 3 décembre dernier. Les dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale ont explosé de joie à l'annonce par le président de la Chambre, Woo Won-sik, du résultat du vote. 204 voix pour la destitution, 85 contre, 3 abstentions et 8 bulletins invalides. La motion de destitution devait recueillir au moins 200 voix sur 300 pour passer. L'opposition, qui dispose de 192 députés, a donc réussi à faire basculer dans son camp 12 des 108 élus du parti du pouvoir au peuple. Et puis, retour chez nous et restauration des façades des vieux bâtis au centre-ville de Annaba. Une enveloppe financière conséquente a été allouée pour la restauration de ces façades, les façades des bâtiments du cours de Révolution et donnant accès à la vieille ville, notamment la place d'Armes. Les travaux ont commencé au mois de mai passé et s'étaleront jusqu'à la fin 2025 pour un toilettage des principales bâtisses qui parfois dépassant les 150 ans d'âge. Un intérêt particulier a été accordé au monument des façades des bâtiments, nous dit Ismaël Belkhaïdia dans ce reportage. La restauration des façades des bâtiments du cours de la Révolution de Annaba est une opération complexe pilotée par la direction de l'urbanisme et de la construction qui a déployé des efforts colossaux pour préserver l'originalité des bâtisses. En première étape, il y a eu une étude qui a concerné le diagnostic de l'ensemble de ces 3 axes. Il y a en totalité 99 immeubles qui ont été diagnostiqués. On a relevé toutes les pathologies qui concernent ces bâtiments. Donc notamment tout ce qui est étanchéité, tout ce qui est couverture de la toiture en tuiles. Ensuite, il y a tout ce qui est façade et éléments de décoration et éléments architectoniques sur les façades. Et en troisième partie, c'est tout ce qui est partie commune à l'intérieur des immeubles, c'est-à-dire les escaliers et les différentes installations, plomberie sanitaire, gaz, électricité, eau, etc. لازم نضمن الدخول والخروج تاعهم، لازم لا سيكوريتي تاع ليمابل على الانتيريور كوم الاكستيريور. بالنسبه ثاني سور فاساد لي طرافو سور فاساد نلقاو مشاكل بالنسبه سورتو لي زيليمون اركتيكتونيك، نلقاهم في حاله مهترئه وين لازم نهزوا البصمات ونعاودوا لا ريكونستيتيوسيون تاع لي ميم زيليمون. Les difficultés rencontrées durant la restauration se sont estompées à la vue de la qualité du résultat. En effet, il s'agit d'immeubles d'architecture néoclassique qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc c'est des immeubles qui ont entre 120, 150 ans, un siècle et demi facilement. Et qui ont une valeur architecturale. C'est ce qu'on appelle l'architecture néoclassique. Et dont les façades sont très riches en éléments architectoniques. Ces éléments architectoniques sont tirés, que ce soit de la civilisation gréco-romaine, que ce soit des têtes d'animaux du Sahara algérien, comme on va retrouver plus tard les têtes de lion, le lion de l'Atlas. Il y a des statues, des cariatides, des atlantes, qui matérialisent aussi l'habit traditionnel algérien. Et il y a bien sûr les mascarons, les décors
qui reflète aussi la civilisation gréco-romaine. C'est un travail très pointueux اللي لازم يرجع العمارة كما كانت من قبل. Donc c'est un travail pas uniquement de ravalement de façade, mais c'est un travail de réhabilitation de fond وين مست الهيكل تاع العمارات وبزياده بدون ما يحرج الساكنه وبدون ما يقلق اهل هذه الشقق اللي ساكنين في هذا الديور. L'opération de rénovation s'étalera sur plusieurs mois. Et de Annaba, direction la radieuse Oran, où je vous invite pour plonger dans l'histoire lointaine de la radieuse El Bahia Oran dans ce midi. Et justement la découverte de la ville, ou plutôt de la vie souterraine de cette ville. Visite guidée où un réseau de tunnels reliant 3 monuments de la ville a été découvert lors d'une opération d'entretien qui a été consacrée à l'un des forts monuments de cette ville. Aujourd'hui, ce réseau de tunnels est ouvert au grand public pour permettre à ce public-là de découvrir une autre partie de la grande histoire d'Oran. Regardez ce reportage, il est signé Yasmine Amri. Réputée pour ses innombrables atouts touristiques, la ville d'El Bahia ne semble pas avoir dévoilé tous ses secrets. Cette fois, c'est au tour de l'emblématique quartier Sid El Houari de nous émerveiller par un mystérieux abri. Souvent décrit comme un tunnel, ce lieu chargé d'histoire a récemment été mis en lumière, suscitant ainsi l'intérêt des historiens et la curiosité des habitants, et révélant des fragments d'un passé où patrimoine architectural et mémoire collective se croisent. L'abri, ça remonte les environs de 1938-1939. Ça a été creusé et travaillé au-dessous du Palais du Bey, à peu près de 40 mètres. Et c'est un monument actuellement qui attire un très grand nombre de visiteurs, de curieux, ainsi des gens qui s'intéressent à l'histoire, des écoliers, des universitaires. Il y a un monde fou qui rend visite à ces abris. Un ascenseur, similaire à celui de la Seconde Guerre mondiale, permet aux touristes et aux personnes à mobilité réduite d'accéder à ce site, favorisant ainsi le tourisme et le développement culturel d'Oran. Je suis venue aujourd'hui dans ce lieu historique et c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je le visite et je souhaite qu'il soit bien préservé. Des recherches ont révélé que cet abri servait de refuge pendant les périodes de conflit, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Son architecture, taillée à même la roche, reflète un savoir-faire ancien conçu pour assurer la protection de la population. Aujourd'hui, des archéologues et des historiens s'efforcent de percer les mystères qui entourent ce site emblématique. Depuis 2007-2008, on a commencé à organiser des visites et des randonnées et même des découvertes, des explorations pour ces monuments qui sont invisibles au niveau de la wilaya d'Oran. Mais juste pour votre information, c'est que ici à Oran, on a un circuit spécial. Il est dédié à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui veut dire la ville d'Oran, elle possède un trésor de cette période. Il est constitué d'abris comme ce genre d'abris, une dizaine d'abris à la wilaya d'Oran. Il y a des poudrières, il y a des batteries de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi des monuments dédiés aux marins morts, sinon aux combattants morts de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, européens et algériens. Je lance un appel à tous les habitants et visiteurs de la ville d'Oran. Venez explorer et vous imprégner de ce patrimoine vivant, véritable témoin de notre histoire. J'invite les visiteurs à explorer ces vestiges et à s'immerger dans l'histoire fascinante d'Oran, vieille de plus de 1000 ans.
La réhabilitation de cet abri révèle une facette méconnue de l'histoire d'Oran, mais surtout l'importance de valoriser le quartier de Sid El-Houeri, corps historique de la ville. Ce site incarne la richesse du patrimoine oranais et promet d'éveiller l'intérêt des générations à futures. Et avec cette belle virée à Oran, nous avons eu la fin de ce journal réalisé par Mahmoud Taïeb et préparé par Adel Bouhamed, Sieni Saïd Belkhassem et Youssef Saïd. L'information revient ce soir à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 19h. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.